Le grand oral RTBF le soir, Jacques Kremers. Madame, Monsieur, bonjour. Une semaine après le référendum britannique, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'a pas encore été notifiée au Conseil européen. Et bien malin qui pourrait dire quand elle le sera. Résultat, nous sommes dans un entre-deux, entre le in et le out. Londres et Bruxelles assis entre deux chaises, une position inconfortable pour les deux futurs ex-partenaires. Une position qui suscite aussi des commentaires, sinon même des tiraillements au sein de la majorité fédérale entre volontarisme et réalisme. Et pour essayer d'y voir clair dans tout cela, nous avons invité Gérard Deprez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux. Nous sommes ensemble pendant 40 minutes, avec aussi François Mathieu, rédacteur en chef adjoint au Journal Le Soir. Bonjour. Et Arnaud Ruyssen, mon collègue de La Première. Bonjour Arnaud. À tous. Votre réaction tout d'abord, Gérard Deprez, par rapport à ce coup de tonnerre, l'invalidation de l'élection présidentielle en Autriche hier. À qui va profiter cette décision? Est-ce qu'elle profitera au président élu, l'écolo Alexander Van der Bellen, ou alors au candidat de l'extrême droite Norbert Hofer? La réponse que je voudrais faire est que j'espère que ça profitera au candidat écolo. L'ennui, c'est que je pense que, quel que soit le résultat, ceci est dommageable et fâcheux. C'est fâcheux parce que chaque fois que des élections sont, je ne dirais pas truquées, mais qu'il y a des irrégularités, c'est pas bon pour la démocratie d'abord. Ça n'encourage pas les gens à croire que la démocratie fonctionne correctement et donc ça suscite des réactions en sens divers. Et deuxièmement, parce que ce qui est gênant dans ce qui vient d'arriver, c'est que c'est le camp des vainqueurs de la fois précédente qui a commis des irrégularités. Donc, je ne sais pas comment les électeurs vont se déterminer, mais au départ, je pense que malheureusement, c'est très fâcheux, oui. Enfin, avec ça, ça donne de l'eau au moulin des détracteurs de l'Union européenne qui disent encore une fois... il y a ce fameux déficit démocratique qu'on met beaucoup en avant ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on a encore mis en avant ici à l'occasion du Brexit. On va dire encore une goutte d'eau. Oui, et on n'a pas besoin de cette goutte d'eau-là, parce que comme vous venez de le rappeler maintenant, c'est quelque chose que l'on entend très régulièrement à peu près dans tous les pays. Je peux prendre quelques exemples. En Grande-Bretagne, donc les gens ont voté, un des éléments qui les a fait voter en faveur du Brexit, c'est l'idée que les décisions qui sont prises à Bruxelles ne sont pas démocratiques, que c'est des bureaucrates, des commissaires européens, des fonctionnaires qui prennent des décisions, pas qui les proposent, qui prennent des décisions et que le Parlement britannique à Westminster n'a plus rien à dire. Et vous voyez aussi la même chose dans une série d'autres pays. Marine Le Pen essaye aussi en France de décrédibiliser les procédures au niveau européen et toute l'extrême droite essaie de le faire. Et l'ennui, c'est que l'extrême droite, pour l'instant, dans un certain nombre de pays, a un peu le vent en poupe compte tenu de l'accumulation d'un certain nombre d'événements assez difficiles à assumer par une partie de l'opinion publique. Et précisément, vous pensez que le référendum sur le Brexit pourrait modifier le résultat des élections en Autriche, pourrait influencer le résultat dans un sens ou dans l'autre? Je ne pense pas, pour autant que j'ai suivi l'élection autrichienne, que l'Europe a été un des grands sujets qui a été abordé dans le courant de la campagne électorale. Le thème de l'immigration, en tout cas, qui est synonyme des deux côtés. Le thème de l'immigration a été abordé. Et donc, ce que je crains, c'est que pour l'instant, si d'aventure il devait encore y avoir un élément significatif de l'immigration qui fasse peur à une partie de l'électorat autrichien, que ça ne renforce le camp de l'extrême droite. Si d'aventure il devait y avoir demain un président issu de l'extrême droite en Autriche, est-ce qu'il faudrait une réaction de l'Union européenne d'une manière ou d'une autre? Mais si le résultat de l'élection est indiscutable et que c'est le candidat soutenu par l'extrême droite. Je ne sais pas si on doit le qualifier de droite extrême ou d'extrême droite. Jusqu'à présent, à ma connaissance, à part ses idées, il n'a pas commis d'actes répréhensibles à l'égard de la démocratie, pas de fait de violence, etc. Je ne pense pas que l'Union démocratique puisse dire « Ah, ce monsieur vient d'être élu par l'Union européenne, nous n'allons plus avoir de relations avec l'Autriche. » Je me souviens d'ailleurs d'un épisode antérieur dans lequel on avait commencé par être très, très agressif
à l'égard de l'entrée du parti de M. Haider à l'intérieur du gouvernement. Oui, mais à cette époque-là, il y avait même eu des mesures qui avaient été prises contre l'autruche. Il y avait des mesures qui avaient été prises à ce moment-là. Bien, ici, c'est le président de la République. On n'est pas au niveau du gouvernement. Le président de la République est une figure symbolique, donc l'essentiel se jouera au moment des élections législatives. Mais on ne peut pas juger le résultat d'une élection simplement sur la personne qui a été élue. On doit juger les actes et les intentions qui vont être déclarés. Donc je pense que tant qu'il n'y aura pas eu d'actes que nous devons considérer comme étant contraires aux valeurs de la démocratie ou contraires à ce que nous faisons tous ensemble au niveau européen, je ne pense pas que sur le seul fait de l'élection, on puisse dire non, on les met à l'écart du jeu. Mais enfin, sur le plan de l'image et de la symbolique, après le Brexit qui exacerbe déjà quelque part certains nationalismes, ce sera un coup dur pour l'Europe si demain, effectivement, on avait un président d'extrême droite ou de droite extrême en Autriche. Absolument. Si vous trouvez un événement ou une décision qui, pour l'instant, joue en faveur de l'intégration européenne, ça me ferait plaisir que vous me le disiez. Quand je regarde la carte maintenant de l'ensemble des événements, je vois les dernières élections qui se sont produites en Allemagne, avec la montée du parti Alliance pour l'Allemagne. Je vois ce qui se passe dans les pays nordiques. Je vois ce qui est occupé à se préparer en France. Donc, pour l'instant, sur le plan politique, on a des sujets réels de préoccupation et il ne faut pas se le cacher. La manière dont nous avons été incapables de gérer jusqu'à présent la problématique de l'immigration joue un rôle considérable et a joué un rôle considérable d'ailleurs dans le résultat de l'élection qui vient d'avoir lieu en Grande-Bretagne. Alors on voit aujourd'hui le président de la République tchèque à son tour demander un référendum. Est-ce qu'on n'a pas maintenant ouvert une boîte de Pandore, Gérard Deprez? Je peux vous poser une question parce que j'ai vu qu'il y avait eu une déclaration du président de la République tchèque au mois de février. Mais il en a fait une nouvelle. Il en a fait une nouvelle. Il en a fait une nouvelle. Donc ça montre bien que nous sommes dans une phase dans laquelle le jeu, la théorie des dominos, malheureusement, va pouvoir se vérifier. Je ne dis pas qu'on va passer à l'acte, mais il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans les nouveaux pays candidats, pas candidats, membres de l'Union européenne, de l'Europe centrale, à tenir des propos. Monsieur Orban a annoncé aussi un référendum. Et qu'est-ce que Monsieur Orban annonce comme référendum, lui? C'est un référendum contre la politique européenne en matière d'immigration. Contre, en disant, est-ce que vous acceptez que Bruxelles nous impose en matière d'immigration quelque chose qui n'est pas avalisé par le Parlement hongrois? Donc, on voit bien je dirais la complicité qu'il y a maintenant entre la problématique de l'absence de démocratie au niveau européen et de thèmes passionnels comme celui de l'immigration pour essayer de déstabiliser toute la construction européenne. Quand on voit la réponse qui est apportée au niveau de l'immigration, c'est le renforcement notamment de l'institution Frontex qui va gérer donc les frontières européennes. On a envie de rire, 85 millions d'euros de budget, des moyens donc extrêmement faibles. C'est ça la réponse européenne à la problématique de l'immigration? Non, je veux dire, et vous l'avez bien vu, ce qui s'est passé, qui est resté dans la tête des gens, c'est pas tellement qu'il y a eu des immigrés qui soient venus sur le territoire européen. Il y a toujours eu de l'immigration sur le territoire européen. Et la plupart de nos pays ont fait face à des vagues d'immigration intra-européenne et une partie extra-européenne. Ce qui s'est passé qui a traumatisé les gens, c'est le fait que l'année dernière, vous avez eu un flux de gens. Et on a vu les images à la télévision, etc., dans des conditions qui, par ailleurs, étaient pathétiques pour les gens qui le faisaient. Mais un certain nombre d'électeurs se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut entrer dans l'Union européenne de n'importe quelle manière, et comme ça, je dirais, en groupe. Mais ça n'est pas géré. Est-ce que nous avons des frontières extérieures? Et nous sommes obligés de dire non, nous n'avons pas des frontières extérieures. Oui, les États membres ont eu l'impression de découvrir ces frontières. Ils ont donné l'impression de découvrir, qui ont été encouragés aussi par des déclarations peut-être un peu au départ, en tout cas imprudentes, de certains responsables européens. Et donc ça a marqué les gens. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant? On dit qu'on va renforcer Frontex. Ce n'est pas tellement nécessaire de renforcer Frontex du côté de la Turquie. Pourquoi? Parce que la vague de réfugiés et de migrants de l'année dernière, elle est quasiment tarie. Mais elle n'est pas tarie grâce à Frontex. Elle est tarie suite à l'accord qui est intervenu entre l'Union européenne et la Turquie. Donc de ce côté-là, et ça provoque chez tous les démocrates et chez tous ceux qui ont un certain sens des valeurs, des sentiments extrêmement mélangés. Chez vous aussi? Oui. Mais je dis, je n'ai pas d'alternative. Le problème, c'est que je n'ai pas d'alternative par rapport à ça. On a sous-traité
à la Turquie de M. Erdogan la gestion des réfugiés que les pays européens n'ont plus voulu accepter. Parce que sinon, ils allaient arriver en Grèce, toutes les frontières terrestres de la Grèce sont fermées, et donc la Grèce allait devenir une... On aurait dû faire quoi alors ? Mais je n'ai pas d'alternative, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. Je veux dire, l'état de certaines opinions publiques, si on parvenait à dire... aux pays des Balkans qui ont une frontière commune avec la Grèce, laissez-les passer de manière ordonnée dans des conditions que nous allons définir, etc. Si on avait pu faire ça, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est maintenant. Mais comme le flux était complètement désorganisé, ces pays d'un seul coup ont dit on met des barbelés. En attendant, et ils ont mis des barbelés. Oui, mais en attendant, les propos des populistes seront et resteront audibles tant qu'on n'aura pas de solution. Je suis d'accord avec vous. La solution est extrêmement difficile à faire accepter par l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a une question de nombre de réfugiés. Si vous avez un paquet immense de réfugiés qui arrivent en même temps, ça fait peur à un certain nombre de gens. 2, les gens ont des inquiétudes aussi sur le fait de savoir si, parmi les vrais candidats réfugiés que nous avons l'obligation politique, morale et juridique d'accueillir, il n'y a pas un certain nombre de gens qui sont tout simplement des migrants économiques, ou pire, puisqu'on l'a vu pour les attentats en France, il y en avait quelques pires qui étaient passés. Donc, les gens sont inquiets pour cela. Ce qui veut dire que on doit gérer l'immigration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3 choses. La première, c'est créer des voies d'accès pour qu'ils ne soient pas obligés de venir en se faisant arnaquer par les passeurs. C'est atroce, la situation de ces gens-là, quand on voit combien ils doivent s'endetter pour venir sur le territoire européen. C'est affreux. Donc il faut des voies légales pour arriver. Quand ils arrivent, il faut qu'il y ait des systèmes de contrôle qui soient bien, et d'identification, qui soient bien faits pour déterminer quels sont ceux qui ont le droit imprescriptibles à l'asile, quels sont ceux qu'objectivement on n'est pas obligé d'accepter, dont on peut dire écoutez, nous sommes désolés mais nous vous demandons de retourner. Donc il faut à la fois des voies légales, il faut un contrôle et un enregistrement, et puis quand ils arrivent, il faut des conditions d'accueil qui soient décentes et qui soient correctes. Et quand vous l'avez fait, ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que les gens sont là, vous devez les intégrer. Ça ne sert à rien d'avoir 1 million de personnes qui vont arriver, qui ne parleront pas la langue, qui ne pourront pas s'intégrer sur le marché du travail, qui auront des difficultés scolaires et qui vont faire une espèce de je dirais, de nouveau sous-prolétariat dans les pays d'Europe occidentale. Donc, c'est toute cette politique-là qui doit être menée de pair. Est-ce qu'il n'y a pas une défaite de la parole politique, peut-être du courage politique aussi, sur un dossier comme celui-là? Je vous entendais dire, il n'y a pas d'alternative, ou les opinions publiques ne sont pas prêtes à accepter cet accueil des demandeurs d'asile ou réfugiés. On n'a pas dit ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de manière générale, au niveau politique, Gérard Deprez, de dirigeants qui ont du mal à aller au-devant de leur opinion, parfois défavorable, pour expliquer que ça peut être aussi leur intérêt d'accueillir de manière raisonnée, structurée, ces demandeurs d'asile qui nous arrivent fouillant des zones de conflit parfois très dures. Mais je ne suis pas de ceux qui ont peur et qui vont vous dire que l'immigration est un mal absolu. Ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est de la gestion des migrations. Et je pense que c'est ça qui a été en défaut du côté européen. Mais vous savez comme moi qu'on en parle presque comme d'une maladie parfois de cette immigration. Certains le font. Beaucoup. Non. Au niveau européen, beaucoup de déclarations politiques vont dans le sens de la gestion d'un problème, de ne pas parvenir à en parler parfois en termes d'opportunité, ce qui sans doute accrédite aussi cette opinion dans l'opinion publique. Oui, vous avez une certaine lâcheté de certains hommes politiques qui n'osent pas dire que l'immigration peut être positive et que dans un certain nombre de cas, elle apporte, dans la plupart des cas d'ailleurs, quand l'intégration se réalise, elle apporte des plus à la société dans laquelle les immigrés et les migrants sont arrivés. C'est une réalité. Moi, je le dis. Vous serez d'accord qu'on ne l'entend pas beaucoup? Mais on ne l'entend pas beaucoup. Mais il y a autre chose qui est plus gênant. C'est que non seulement on ne l'entend pas dire, mais on laisse parler ceux qui disent que c'est un mal absolu. C'est ça la vérité de ce qui se produit maintenant. Et on a du mal à les contredire, pour beaucoup de dirigeants européens. Et on hésite à les contredire. Et donc c'est ça qui fait que pour l'instant, ils donnent le ton. Et donc sur ce même thème, Gérard Deprez, Antoinette Spaak nous disait la semaine dernière à votre place que c'était l'un des maux effectivement de l'Europe, ce manque de grandes figures. Comme auparavant, il y avait les pères fondateurs de l'Union européenne que l'on a connus, comme Paul-Henri Spaak, son père. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, l'Europe ne manque pas de grandes figures, de grands leaders pour mener ce projet européen? Je serais plus complexe que cela, si vous voulez bien. Je pense que il y a en Europe maintenant 3 raisons fondamentales qui font que les choses ne vont pas bien. La première, c'est qu'on a fait un élargissement énorme
en étant très court, dans un délai très court, avec des pays qui étaient à un niveau de développement économique beaucoup plus faible que nous. Je vais prendre un exemple qui est terrible et qui déstabilise une partie de l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle la directive détachement des travailleurs. Donc maintenant, on permet à des travailleurs qui viennent de Pologne, qui viennent de Hongrie, qui viennent de Roumanie, qui viennent de Bulgarie, de venir travailler en Europe dans le cadre de ce qu'on appelle le détachement des travailleurs, qui théoriquement doivent être soumis à un certain nombre de règles, notamment bénéficier du salaire minimum, et personne n'est en état de contrôler cela. Ce qui veut dire qu'en Belgique, dans le secteur de la construction, vous avez énormément de gens qui perdent leur emploi maintenant parce qu'il y a une concurrence insupportable qui est occupée à se pratiquer, y compris avec des effets pervers. Parce que des entreprises belges, pour garder les marchés, vont créer des filiales dans ces pays-là maintenant pour en faire des sous-traitants qui viennent exécuter une partie du travail ici. On est en pleine pathologie. Mais on n'avait pas pensé ça au moment où on avait inventé ce détachement des travailleurs et cette libre circulation. Pourquoi ? Parce que l'Europe était beaucoup plus homogène. On avait des niveaux de développement économique, des niveaux salariaux, des systèmes de protection sociale qui étaient à peu près équivalents. Et donc, comme on n'a pas remis ça en cause, on s'est trouvé dans une toute nouvelle situation. Et voilà le type de problème devant lequel on s'est trouvé. Donc, c'est un des éléments qui font que, pour l'instant, un certain nombre de gens se disent « mais écoutez, ça ne va pas ». Deux, on a raconté aux gens que la monnaie unique allait leur apporter, je me souviens, il y a plein de gens qui vous font toujours des études extrêmement sophistiquées. Quand on a ouvert les frontières, ils ont dit 7 millions d'emplois. Bien. En plus, parce qu'on avait ouvert les frontières. Puis on a créé la zone euro, ils ont dit, je ne sais plus combien, peut-être 10 millions d'emplois en plus du fait de la monnaie unique. Qu'est-ce que les gens voient ? Que dans la zone euro, la croissance économique est extraordinairement faible. Elle est plus forte dans certains pays qui ne sont pas à l'intérieur de la zone euro. C'était le cas en particulier de la Grande-Bretagne, ce qui est quand même assez sidérant. Chômage massif, et en particulier chômage des jeunes. Endettement considérable des États et politiques restrictives partout qui demandent des efforts aux citoyens. Quand vous demandez des efforts aux citoyens sur une longue période, et que les résultats se font attendre, que la croissance est faible, que les jeunes n'ont pas de boulot, et qu'on vous redemande encore une fois de faire des efforts, vous êtes en droit de vous dire, mais il y a quelque chose qu'on nous avait promis qui ne va pas. Donc, il y a une erreur quelque part. Et effectivement, il y a une erreur. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que il y a beaucoup plus de tensions maintenant entre différentes visions de l'Europe qu'il n'y en avait au moment où on était, je dirais, en couple beaucoup plus restreint, en cercle beaucoup plus restreint. Jusqu'à 15, je dirais, ça allait. À 28, on a vu que ça devenait extraordinairement difficile. Mais est-ce que vous trouvez, par exemple, que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, incarne le projet européen, ou n'est-il pas tout simplement un gestionnaire des affaires européennes ? Vous savez, Jean-Claude Juncker a pris quelques initiatives. Je suis un ami de Jean-Claude Juncker, donc je suis partial. Je le connais depuis de nombreuses années. Je l'apprécie. Je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. On s'est colté sur l'un ou l'autre dossier, mais j'apprécie l'homme. J'apprécie sa fibre sociale, parce qu'il était considéré au Grand-Duché de Luxembourg. Et fiscal, diront certains. Pardon ? Et fiscal, diront certains. Et fiscal, parce qu'il a fait... Non, mais il a fait aussi accepter... Connaisseur, quand même. Non, je ne parle pas du LuxLeaks. Mais je parle de ce qu'il a fait, l'acceptation de la modification des taux de TVA, etc. La transparence... la suppression du secret bancaire, etc. Donc, il faut faire une approche un peu plus souple. Alors, Jean-Claude Juncker, il a pris trois initiatives, si vous voulez, qui sont... La première, on a fait le fonds Juncker. C'est un fonds intéressant parce que ça commence... Avec des cacahuètes. Non, les cacahuètes, c'est la garantie. Vous voyez, chaque fois qu'on fait quelque chose qui peut être considéré comme étant positif pour l'Europe, il y en a toujours un qui dit connerie ou cacahuète. Ce que je veux dire par là, c'est que les vrais fonds qui alimentent ce fonds Juncker sont extrêmement faibles par rapport au montant espéré par effet de levier. Non. Le montant qui est relativement faible jusqu'à présent, c'est ce que l'on appelle le fonds de garantie. Ça veut dire ce qui a été mis en réserve pour le cas où certains investissements qui ont été encouragés par la BEI ne donnent pas de bons résultats et qu'on doit couvrir la BEI là-dedans. La Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement. Donc, il a pris cette première... Et ça marche maintenant, parce que quand vous voyez, y compris le nombre de PME qui sont occupés à faire des investissements et à prendre des risques, mais ça, on n'en parle pas. Non, mais la croissance, en attendant, reste très faible. Je suis d'accord. Mais si vous ne faites pas ça, la perspective d'avoir une croissance plus forte, elle viendra d'où ? Donc c'est un des éléments qui vise à renforcer. Deux, qu'est-ce qu'il a dit ? Par rapport
à ce que je vous disais tout à l'heure sur la directive des travailleurs, donc cette concurrence, ce dumping social qui est pratiqué par des entreprises qui viennent essentiellement des pays de l'Est, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne veux plus, moi, ça. Je ne veux plus. Je veux que ça change. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Marianne Thyssen de prévoir une modification de cette directive dans laquelle il est prévu que tout travailleur sur le même lieu de travail... Mais les réactions au plan de Marianne Thyssen sont extrêmement froides, pour ne pas dire dans plus. les pays de l'Est, oui. Mais vous me demandez quel est le jugement que je porte sur Jean-Claude Juncker. Est-ce que oui ou non, il a fait ça ou pas? Est-ce qu'il a fait le fonds Juncker? Est-ce qu'il vient de donner des instructions maintenant pour qu'on modifie ça? Et 3, à un certain moment, quand les Allemands étaient dans une situation où ils étaient prêts à faire sortir la Grèce de la zone euro avec les fins impitoyables que ça allait pouvoir avoir sur d'autres pays, il a dit halte là, on ne va pas faire ça. Donc, Jean-Claude Juncker fait ce qu'il peut, mais le véritable problème, c'est pas Juncker. Le véritable problème, pour l'instant, c'est pas le Parlement européen. C'est le Conseil de l'Europe. Le véritable problème, c'est la désunion des pays qui constituent le Conseil européen, qui sont une des instances fondamentales au niveau du Conseil, et même leurs oppositions assez radicales. Est-ce que le Conseil de l'Europe est le trou noir de la démocratie en Europe? Le Conseil des ministres, vous voulez dire? Ou le Conseil européen, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Chef d'État. Oui, le Conseil européen. Je dirais que c'est un lieu maintenant qui est plus caractérisé par les antagonismes, par les faux semblants et par les blocages qu'il n'est une force, je dirais, d'intégration et de progrès. Oui. Donc la réponse est oui. C'est un lieu de blocage plus que de progrès. Alors justement, parlons du dossier chaud pour ce Conseil européen aujourd'hui, à savoir comment gérer ce vote britannique sur le Brexit. Brexit qui, comme Jacques Kremers le rappelait tout à l'heure, n'a pas encore été notifié. Est-ce que selon vous, Gérard Deprez, il faut encore tenter, du point de vue des Britanniques, mais aussi des Européens, d'éviter ce Brexit? Écoutez, ce n'est pas à nous de le faire. S'il y en a qui veulent remettre en cause le résultat du référendum britannique, c'est en Grande-Bretagne qu'on doit le faire. Et d'ailleurs, il semble que les Écossais laissent entendre qu'eux n'accepteront pas facilement cette situation. Il se passe aussi quelque chose du côté, en tout cas, des catholiques d'Irlande du Nord. Je dis bien des catholiques d'Irlande du Nord, parce que les protestants n'ont pas l'air d'être de cet avis-là. Donc, c'est un problème interne à la Grande-Bretagne. Nous devons prendre le verdict. Vous avez commencé par poser une question sur la régularité des élections en Autriche. Nous devons prendre au sérieux le verdict du peuple. Même si les raisons pour lesquelles il a voté comme ça, nous trouvons qu'elles ne sont pas bonnes. Parce que si on se met à remettre en cause le verdict du peuple, on va où? Mais vous savez comme moi qu'on pourrait très bien avoir une demande britannique ou un chantage de certains pour dire que si l'on fait quelques concessions nouvelles ou réaménagements, on pourrait peut-être avoir demain un nouveau vote britannique. C'est d'ailleurs ce que Boris Johnson a à un moment donné laissé entendre dans sa campagne, que l'accord obtenu par David Cameron n'était pas suffisamment favorable et que voter pour la sortie permettrait peut-être d'obtenir un statut plus favorable pour l'Union européenne. Pour vous, est-ce que c'est encore négociable? Non. Ce n'est pas négociable maintenant. Ce n'est en aucun cas ça n'est négociable maintenant, pour 2 raisons. Je vous l'ai dit, la première, c'est qu'il y a eu un vote du peuple britannique et que je ne vois pas quelle est l'instance, et certainement pas nous qui irait dire aux Britanniques, écoutez, maintenant vous avez fait une connerie, vous allez recommencer. On a pu faire ça sur des enjeux moins importants avec les Irlandais en ajoutant un protocole à un moment ou l'autre. Mais avec 65 millions, la 5e puissance économique du monde, une grande puissance militaire, etc., vous ne pouvez pas jouer comme ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous devons dire aux Britanniques, vous avez pris une décision, c'est un choix, maintenant vous le notifiez, nous négocions les conditions du retour et c'est là-dessus que nous allons voir ultérieurement quels sont les rapports que nous pouvons avoir. Si les Britanniques à un certain moment, après avoir vu le résultat de la négociation, devaient dire tiens, après tout, on ferait peut-être un référendum pour savoir si c'est pas plus intéressant le statut qu'on avait avant que celui qu'on va nous proposer maintenant. Je prends un exemple. Ils sont dans l'Union européenne maintenant. Et un des arguments qui fait qu'ils voulaient en sortir, c'est qu'on leur a expliqué qu'ils payaient trop à la caisse commune par rapport à ce qu'ils en retiraient. D'abord, on a exagéré, on a menti sur les montants, on a trompé l'opinion publique, c'est une vérité. Et donc, on l'a reconnu immédiatement après l'élection. Oui, certains partisans du Brexit en Grande-Bretagne ont reconnu au lendemain du résultat du référendum, ce qui est d'un cynisme. Je n'ai pas de nom pour qualifier ce cynisme-là. Donc, c'est les Britanniques qui doivent à un certain moment apprécier, s'y rester dedans, puisqu'ils disaient que ça coûtait trop cher. Mais si demain, ils veulent, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent rester dans le marché unique. Ça veut dire qu'ils veulent bénéficier, en tout cas, des 3 grandes libertés. Liberté de circulation des biens,
des services et des capitaux. Ils ne veulent pas de la libre circulation des personnes, puisqu'ils disent, les immigrés, merci, nous en avons suffisamment maintenant, et en particulier 1 million de Polonais, ça suffit, on ne veut plus en voir davantage. Bien. Nous disons de notre côté, ah non. L'un ne va pas sans l'autre. Le marché unique, c'est les 4 libertés et pas 3. Bon, supposons qu'ils prennent les 4. Comme ils ne sont plus dans l'Union européenne, on va leur dire, oui, mais vous savez, ces 4 libertés, tout le monde paye pour avoir le bénéfice de ces 4. Donc, messieurs les Britanniques, s'il vous plaît, voici l'écho que vous allez devoir payer. Et ça leur coûtera plus cher qu'aujourd'hui? Pas plus cher, mais supposez que ça leur coûte le même prix. Mais il y a autre chose qui aura changé. C'est que n'étant plus à l'intérieur de l'Union européenne, ils n'auront plus rien à dire sur toutes les politiques qui concernent l'exercice des 4 libertés, et ils devront en accepter toutes les conséquences. Alors si on arrive à une situation comme celle-là, peut-être qu'un certain nombre de Britanniques vont se dire à ce moment-là, mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Votre intime conviction à vous, Gérard Deprez, c'est qu'il va avoir lieu, ce Brexit? Au vu de tout ça, au vu des enjeux de négociation, où vous êtes rompu à des négociations parfois difficiles, y compris en Belgique, au vu de tout ce qui se présente comme carte pour les Britanniques, pour les Européens, est-ce que vous pensez qu'on va aller inéluctablement vers ce Brexit, ou peut-être au contraire qu'il n'aura pas lieu? Oui, parce qu'en même temps, vous semblez être dans le camp de ceux qui veulent aller vite, des volontaristes, et vous semblez laisser aux Britanniques la possibilité, effectivement, de rejouer le match, mais pas tout de suite. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que du côté de ceux qui ne sont pas les Britanniques, nous devons être intraitables. Vous avez joué, vous avez perdu. Donc vous devez notifier. Le problème est que les traités ne nous donnent pas les moyens de leur imposer le moment de la notification. Quand vous lisez l'article 50, ce sont les Britanniques qui décident du moment où ils vont notifier le résultat de leur vote, pour qu'on puisse, parce qu'il faut cette négociation, pour qu'on puisse commencer à négocier les conditions, je dirais, du divorce ou de la rupture. Et si ce que je pense est vrai, c'est-à-dire que leur objectif va être, en toute hypothèse, parce qu'ils veulent à la fois préserver les intérêts de la City, et pour que les intérêts de la City soient préservés, il faut qu'ils soient dans le grand marché. Une fois qu'ils sont dehors, ils n'ont plus l'ensemble des instruments et l'espace économique et financier tel qu'il est organisé maintenant. Et donc je pense qu'à un certain moment, ça deviendra extraordinairement difficile pour eux de devoir accepter toutes les normes européennes, de devoir accepter de passer à la caisse, tout en n'ayant plus rien à dire pour garder... Donc après 1 an ou 2 ans de négociation, le réalisme fera que le Brexit ne se fera pas? Malheureusement, ça durera plus longtemps. Je pense qu'on est parti pour une négociation très longue et très difficile. Et que beaucoup d'éléments dans l'attitude britannique viendront du comportement, vous l'avez bien senti en voyant la première ministre d'Écosse arriver au sommet européen, le lendemain du jour où M. Cameron a participé à son dernier sommet des 28 et qui est venu dire « Nous, les Écossais, nous voulons rester dans l'Union européenne ». Bon, les dirigeants européens ont eu un peu de pudeur par rapport à l'électorat britannique et par rapport à M. Cameron, mais on sent qu'il y a là une dynamique qui peut se retourner. Si, à un certain moment, les Britanniques savent que pour rester dans le marché unique qui les intéresse au premier chef, ce sont des businessmen, les Britanniques, et des commerçants. Ils vont devoir passer à la caisse, qu'ils n'auront plus rien à dire, ils devront accepter les normes de l'Union européenne. Et que l'Écosse va se détacher de l'Angleterre, disons. Il risque fort de se dire que ça n'en vaut pas la peine. Mais donc, il y a une vraie probabilité pour vous, Gérard Deprez, que ce Brexit n'ait jamais lieu? Je ne dis pas ça. Je dis que nous devons être impitoyables sur notre ligne. Le peuple a voté, il veut sortir, nous négocions les conditions de la sortie. Et donc, tout le monde est sur la même longueur d'onde? Donc vous notifiez. Jusqu'à présent, je pense que tout le monde, est à peu près sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous avez entendu que dans le gouvernement fédéral belge, par exemple, tout le monde est sur la même longueur d'onde? On a senti des tiraillements entre le Premier ministre et certains partis flamands, notamment la NVA. D'accord. Ça n'existe pas seulement au niveau belge. Il y a des déclarations de certains hommes politiques, j'écoute et je décode un peu les déclarations de certains dans les pays nordiques et notre grand voisin, la Hollande, qui sont plus accommodants. On considérera que c'est le temps du choc et de l'hébétement, mais à un moment donné, il faudra bien s'accorder les uns et les autres sur une seule et même vision. Pour l'instant, je parie sur le fait qu'on aboutit aux négociations avec la Grande-Bretagne. Je ne sais pas de quoi les Britanniques se satisferont à un certain moment, mais je pars de l'hypothèse
que c'est cette chose-là qui va se produire, que ça prendra plus de temps que beaucoup de gens ne le croient, et que si ça doit se passer autrement, c'est à l'intérieur de la Grande-Bretagne que ça se fera. C'est pas nous qui allons pouvoir l'imposer. Justement, sur la question du temps, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe va se retrouver fortement perturbée, voire paralysée pendant la durée de ces négociations que vous nous présentez, en plus comme sans doute plus longues que ce qu'on imagine ? Je ne crois pas que l'Europe sera paralysée, parce que je vais vous faire un aveu, je n'appartiens pas du tout à la catégorie de ceux qui disent que tout ce qui va mal en Europe, ou les choses les plus importantes qui vont mal, c'est la faute des Britanniques. Je prends un exemple, ou même plusieurs. Si les frontières extérieures de l'Union européenne, dont nous avons parlé tout à l'heure, sont des passoires et ne sont pas gérées, est-ce que c'est la faute des Britanniques? Non! Ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans Schengen. Ils sont en dehors du système. Si la zone euro est dans l'état que j'ai décrit, à savoir croissance faible, chômage élevé, est-ce que c'est la faute des Britanniques? Non, ils ne sont pas dans l'euro. Si on voit les ratés qu'il y a dans la politique de lutte contre le terrorisme, quand des terroristes qui ont fait les massacres à Paris franchissent la frontière entre la France et la Belgique, est-ce que c'est la faute des Britanniques? Non, ils ne sont pas dans la coopération politique. Et dans le même ordre d'idée, Gérard Deprez, est-ce que sans les Britanniques, on aura une Europe plus sociale? Non. Pas nécessairement. Ça veut dire que les Européens doivent décider du type d'Europe qu'ils veulent. Moi, je suis convaincu, si vous voulez, que pour l'instant, mais ce ne sont que mes conceptions, je ne peux pas vous garantir qu'elles soient généralisées. Pour l'instant, nous avons deux choses à faire en Europe, en essayant, avec deux cercles différents. Le premier cercle, c'est faire en sorte que, parce que les citoyens en ont exprimé le souhait, on contrôle mieux. Vous avez d'ailleurs commencé par me parler de ce sujet-là, par contrôler les frontières extérieures de l'Union et par gérer véritablement la politique des réfugiés et la politique migratoire. C'est une des premières choses à faire. Deux, renforcer la coopération policière, parce qu'il y a une véritable insécurité en Europe contre les risques d'attentats terroristes. Et vous savez que maintenant, il n'y a pas un échange systématique d'informations entre les pays européens qui ont déjà été victimes des terroristes et qui sont susceptibles de le devenir demain. Ils ne sont pas obligés de se transmettre mutuellement, alors qu'il y a une banque de données qui a été faite spécialement pour ça. Ils ne l'alimentent pas. Donc les Français ne communiquent pas aux Belges, ne communiquent pas aux Allemands, ne communiquent pas aux Britanniques, tous les gens sur lesquels ils ont des soupçons de terrorisme, parce que le SIS, le système d'information Schengen, a été prévu pour cela, mais ils ne l'alimentent pas. Donc il y a toute une série de sujets comme ça dans lesquels il y a des progrès spectaculaires à faire. Mais vous parlez de contrôle des frontières extérieures, vous parlez de sécurité, est-ce que c'est ça, ce sont les piliers d'une refonte du projet européen? C'est ça qui fait rêver les Européens. Voilà. Non, attendez, je vais y arriver. Je pense, pour l'instant, je suis dans une stratégie de sauvegarde, si vous voulez, pour éviter que tout ne se délite. Ces deux éléments-là, ce sont des éléments qu'il faut faire. Le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument que la zone euro devienne un lieu de croissance. Sinon, si encore dans 2 ans, supposons, dans 2 ans, on a toujours la croissance économique la plus faible du monde. Le chômage des jeunes n'a pas baissé. Nous sommes toujours dans des politiques récessives sur le plan budgétaire. Nous avons toujours des travailleurs qui viennent sans respecter, dans le cadre du dumping social, sans respecter le minimum de règles, je dirais, d'équivalence en termes de coûts. Mais les gens vont lâcher aussi la zone euro. Donc je dis, la deuxième chose, c'est de faire de la zone euro un élément de croissance au niveau européen. Mais le plus fondamental, et ce sur quoi nous sommes au point zéro, c'est donner aux gens l'idée de l'Europe, de la civilisation que nous voulons faire ensemble. C'est-à-dire des types de rapports humains que nous voulons construire entre les gens. Du type de civilisation et du type de valeurs. Ça, c'est encore possible à 27 ? Alors, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que si on ne le fait pas, à un certain moment, le projet européen perdra son sens. Les gens ne vont pas se mobiliser pour le grand marché, simplement pour un grand marché, pour une zone monétaire, ou pour une zone de coopération policière. Certains disent qu'il faut voir plus petit. On a cette initiative des 6 pays fondateurs. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? C'est une bonne base pour refonder une... Je pense qu'il faut en tout cas que quelque chose de plus petit se fasse entre les membres de la zone euro. Ça, c'est impératif. Parce que si demain, les pays qui ne sont pas dans la zone euro ont une croissance économique supérieure à la zone euro, et qu'ils ont moins de chômage, et qu'ils sont parvenus à régler leur situation budgétaire sans continuer à demander des efforts difficiles à la population, les gens se diront, mais la zone euro nous a trompés.
Et si vous avez des référendums à ce moment, des référenda, pardon, à ce moment-là, ben, le résultat, il est acquis d'avance. Donc, la zone euro doit être restructurée. Mais on ne peut pas se satisfaire de cela, et c'est pour ça que je pense qu'il faut inventer maintenant des manières pour les Européens d'inventer le type de monde qu'ils veulent construire pour eux et qu'ils peuvent présenter aux autres. Ce que j'appelle... Une vision. Une vision de l'homme et des rapports entre les hommes et les femmes, entre les générations, etc. Parce que nous avons quelque chose de tout à fait spécifique. Mais pour l'instant, comme on ne le projette ni en matière sociale, par exemple, ni en matière culturelle, ben, il y a un manque. L'Europe apparaît comme étant fade, et à certains moments, au lieu d'attirer, elle fait peur. Fade et lointaine, parfois aussi pour le citoyen qui a du mal à se sentir dans une démocratie à l'échelle de l'Europe. Philippe Van Parijs, qui était l'invité de Bertrand Haine vendredi matin, le disait, c'est plus facile à construire, à rendre effective une démocratie sur des plus petits espaces qu'à l'échelle de l'Europe. Quand on voit par exemple que sur le traité, l'accord de libre-échange avec le Canada, Jean-Claude Juncker dit cette semaine qu'on pourrait se passer d'un vote devant les parlements parce qu'il ne s'agit pas d'un traité mixte, qu'on peut se passer d'un vote devant les parlements nationaux. Est-ce que vous comprenez que c'est difficile à comprendre pour le citoyen, qu'il n'ait pas son mot à dire sur des choix comme cela qui engagent la construction d'un grand marché à l'échelle de l'Europe et du Canada? Je vais vous répondre de manière nuancée. 1. Est-ce que la légitimité d'un parlementaire européen est inférieure à la légitimité d'un parlementaire régional? Je suis allé parler devant une commission parlementaire du Conseil, anciennement de la communauté française, Wallonie Bruxelles, dans laquelle ils disent il faut, et nous avons la légitimité pour cela, que nous donnions notre travail. Et je dis, mais j'ai été élu par les mêmes citoyens que vous. J'ai une légitimité démocratique qui n'est pas discutable, et je représente mon pays. La question est donc de savoir si oui ou non on estime que maintenant le Parlement européen, même dans les matières qui seraient de sa compétence, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que la thèse de Jean-Claude Juncker est que juridiquement, il s'agit d'un traité qui donne aux institutions communautaires une compétence exclusive. Je ne dis pas que je suis d'accord, je dis que c'est la base de son raisonnement. Si c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, pourquoi faudrait-il qu'il y ait des parrains extérieurs au niveau des régions qui viennent dire « Mais vous ne comprenez rien, vous les parlementaires européens, nous voulons nous dire que nous n'avons pas envie de ceci ». C'est une vraie question. Est-ce qu'on veut encore une fois délégitimer la construction européenne en disant « Ils n'ont aucune légitimité, le parlementaire wallon, ça c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle ». Mais deuxièmement, dans cette matière-là, compte tenu de ce traité, j'ai étudié le traité CETA. Je suis en faveur de ce traité d'ailleurs. Et je peux expliquer les raisons pour lesquelles je le soutiens. Je pense objectivement que compte tenu des implications que ça peut avoir sur les investissements au niveau des régions, sur l'accès au marché public, etc., l'intelligence dirait qu'il vaudrait mieux que tout le monde marque son assentiment. Donc, selon vous, ce serait plutôt une bonne idée de pouvoir passer devant les parlements nationaux et régionaux? Je ne considère pas ça comme étant une condition indispensable si juridiquement, ce traité relève de la compétence exclusive des institutions de l'Union. Mais sur le plan politique, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est plus intelligent d'essayer d'avoir le maximum de support que d'avoir un support étroit. Une dernière question, Gérard Deprez. Qu'est-ce que vous, en tant qu'eurodéputé, vous pouvez apporter à ce débat aujourd'hui sur la sortie ou pas du Royaume-Uni de l'Union européenne? Je pense qu'on peut dire aux gens deux choses. D'abord, je m'adresse à l'opinion publique. La première, ne croyez pas que tout ce qui ne va pas bien comme politique dans l'Union européenne, c'est la faute des Anglais. C'est pas parce que les Anglais sont sortis qu'il va y avoir une solution miracle. Ce n'est pas vrai. Les Britanniques ont empêché un certain nombre de choses, mais la vérité est que pour l'instant, nous ne sommes pas bons à l'intérieur de l'Union européenne. Ni les chefs d'État, ni à certains moments la Commission. Je vous ai parlé de la directive détachement des travailleurs, etc. Donc il faut qu'on change de politique à l'intérieur des institutions européennes. Et la deuxième, c'est... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même mieux de faire une Europe dans laquelle tous les pays et tous les grands pays démocrates qui ont versé le sang pour l'Union européenne, ce qui est le cas des Britanniques, que tous ces pays-là essayent d'inventer ensemble le monde de demain. Mon idée est que l'Europe n'a de sens
que si nous mettons tous ce que nous avons de meilleur ensemble, plutôt que de nous replier chacun sur notre précaré. Ça reste ma conviction et je pense que c'est la seule manière d'inventer le type de civilisation et de projet politique qui, à mon avis, peut sauver le projet européen. Eh bien, merci Gérard Deprez. C'est sur cette conviction que nous allons terminer cette émission. Merci à vous. Merci aussi à François Mathieu et à Arnaud Reustein de m'avoir accompagné pour ce qui était la dernière émission, le dernier grand oral de cette saison. Merci aussi à l'équipe technique grâce à laquelle ce programme vous est proposé en radio, en télévision et sur le web. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer tout au long de cette année. Nous revenons après l'été et d'ici là, vous pouvez revoir cette émission et bien d'autres d'ailleurs sur notre plateforme rtbf.be/ovio et aussi revoir cette émission sur le site du soir.be. Je vous souhaite un très bel été sur la première et sur la 3.